Bonjour à tous et bienvenue. Cette émission vous est maintenant familière. Ici, nous parlons du travail dans tous ses sens, dans toutes ses dimensions, avec cet éclairage particulier qui est celui de la doctrine sociale de l'Église. Et cet éclairage, c'est vous qui nous l'apportez. Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, associé gérant chez Mediafin, conseiller de dirigeants en entreprise. À vos côtés, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors, jusqu'où peut-on aller pour défendre son emploi? Cette question, on peut se la poser, il faut se la poser quand on voit les conflits sociaux qui agitent régulièrement notre pays, notamment ces derniers mois. Occupation d'usines, séquestration de dirigeants et même parfois violence physique. Peut-on tout justifier quand il s'agit de défendre des emplois? Et là, je m'adresse d'abord au syndicaliste, Joseph Touvenel. Vous comprenez ces débordements? Est-ce que, selon vous, ils sont justifiables? Si la question c'est peut-on tout faire pour défendre son emploi, la réponse est non. Il y a quelque chose, mais dans l'entreprise, dans l'emploi, mais dans la société en général, qui doit être affirmé, le respect de l'autre, le respect de la personne, le refus de la violence. Si ce n'est la juste violence qui, d'autres ont réfléchi là-dessus, qui permet d'éviter de plus grandes violences. Le monde économique est dur. À CFTC, on considère par exemple que le droit de grève, c'est le dernier recours. On doit employer toutes les voies de la négociation, de la conciliation, et avant d'ailleurs de se mettre en grève ou de bloquer quelque chose, voir les conséquences que ça peut avoir, tant sur l'entreprise, mais aussi éventuellement sur des usagers. Mais à un moment donné, dans des cas très exceptionnels, il peut y avoir des blocages. Et ces blocages souvent sont provoqués parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, une perte de confiance. On a trompé les gens. Et ça, c'est aussi une violence. Moins visible que la violence physique, mais c'est une violence. Par exemple, ce qu'on a tous vu, ce qui est absolument condamnable, le DRH d'Air France qui se fait arracher sa chemise. Évidemment, on n'a pas à faire de violence physique, on n'a pas à faire... Mais c'est les conséquences d'un processus où les salariés avaient été trompés. Quelques années avant, on avait dit aux salariés, voilà, vous allez faire des efforts, vous allez faire ces efforts-là, et si vous les faites, c'est bon. Bien, on n'aura plus de problème. Quelques années, mais peu de temps après, on leur dit, oui, non, on s'est trompé. On va leur demander d'autres efforts. Alors, soit ceux qui sont à la manœuvre, qui sont très bien payés, sont des incapables, soit c'est une stratégie pour découper les choses en rondelles. Et donc, la souffrance de ces salariés dit, on m'a trompé, je n'accepte pas la tromperie. Et pour moi, ça n'exonère pas la violence. Mais c'est une explication qui va peut-être un peu plus loin. La majorité de ces salariés, on parle de Roissy, vivent dans les communes environnantes. Dans les communes environnantes, dans un certain nombre de quartiers et de cités, les pompiers ne peuvent plus avancer sans la police se fait caillasser. C'est la violence de leur vie quotidienne. Eh bien, quand on accepte dans la société que la violence règne auprès de chez soi, que les dealers dealent et je ne dis rien sinon ma voiture crame, eh bien les gens, ils l'intègrent. Et ils disent, puisque ça marche comme ça dans mon quartier, alors dans l'entreprise, ça a marché comme ça. C'est la forme du dialogue aujourd'hui. Un problème beaucoup plus global. L'entreprise fait ressortir cette violence et elle est condamnable et on doit la combattre, on doit expliquer pourquoi et se battre contre. Mais c'est un problème plus général de société qui ressort dans l'entreprise, comme dans l'école, comme ailleurs. Édouard Tétrault, la violence répond à la violence exercée sur certains salariés en termes d'emploi, c'est ce que disait tout à l'heure Joseph Touvenel. Oui, tout à l'heure, Joseph disait le monde économique est violent, c'est vrai, mais en fait, c'est la société française qui l'est peut-être au moins autant, si ce n'est plus. Une société que l'on sait aujourd'hui en voie d'éclatement, de communautarisation, de ségrégation. C'est la réalité de cette société. Une société à qui on a servi un discours de peur, et pas uniquement attention, sinon vous allez perdre votre emploi, mais la peur suinte dans nos rapports sociaux, dans nos rapports humains. Une société aussi qui a le fantasme de la rente. Si je suis fonctionnaire, ou si j'ai un employé, je me construis ma rente. Une société qui ne connaît plus la vraie croissance, la vraie dynamique depuis des années, sinon des décennies. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette société-là? Est-ce que l'on peut attendre? Évidemment, c'est une société du repli. On va se dire, je vais chercher une protection dans mon travail, dans ma rente, je sais que ça va être difficile. Et donc, tout ce qui va faire mine d'abîmer ou de mettre en risque cette protection pour
autre chose, pour plus de flexibilité, pour plus de... Mais non, jamais. Donc nous avons... Et c'est quelle partie de la société française n'a pas ce réflexe de... Pas touche. Mais ça vient d'où, ce repli? De notre, ça vient à la fois dites, de, ça vient à la fois les Français ont peur. ça vient à la fois de loin, parce que nous avons une culture qui est plus, c'est une société terrienne qui est plus qu'une société marchande. Nous avons une culture de la rente, et puis ça vient d'un peu plus récemment, une société qui ne connaît plus la croissance, or qui doit absorber une croissance de sa démographie interne et importée très importante. Il y a quelques temps, on avait un débat sur l'Allemagne. C'est facile de faire d'une société de plein emploi quand vous avez une société aussi rapidement vieillissante que l'Allemagne. La France, c'est différent. Donc, je n'exonère pas, évidemment, les pratiques de violence, mais il faut se dire... on ne peut pas, effectivement, se dire que l'entreprise serait un monde de bisounours, calme et simple, alors que tout le reste de la société est pétri de cette violence. Est-ce que la société française a peur parce qu'elle se sent, elle ne veut pas sortir d'un certain confort, qu'elle a peur de prendre des risques, elle a peur de faire sa révolution, sa mutation, d'affronter les défis? C'est pas la société, c'est chacun a peur du déclassement. Il y a c'est une peur réelle. C'est la première fois, quand on interroge les Français aujourd'hui, qui disent craindre pour leurs enfants un niveau de vie inférieur à ce qu'eux-mêmes ont connu. Pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et on regarde les chiffres, quand vous avez 5 millions, plus de 5 millions de demandeurs d'emploi... c'est un risque réel. Voilà. Alors, vous avez employé le terme de révolution. Et pour bien comprendre comment nous fonctionnons, à mon sens, la sacralisation de la Révolution française, sans faire le tri entre ce qui était bien et la terreur, marque profondément nos esprits. On le voit notamment dans l'enseignement qui est fait, où on nous raconte un enseignement où, avant la Révolution, ça serait quelque chose de terrifiant. La France, c'était pas ça. La Révolution et l'acte révolutionnaire, c'est quelque chose de très bien. Je suis désolé, quand il y a la terreur, quand il y a la guillotine sur les places publiques, eh bien, ce n'est pas très bien. On vient de béatifier deux victimes français, dont un prêtre salésien qui a été assassiné durant la Révolution, donc, avec une centaine d'autres religieux. Sacrifier la violence dans la démarche sociale, faire croire d'ailleurs au pays que c'est la violence qui a fait les acquis sociaux, ce qui est totalement faux. Un jour, on pourrait faire un débat là-dessus. C'est pas la violence qui nous a amené les grands acquis sociaux, au contraire. C'est le dialogue. Ça met... Alors, après, il y a la responsabilité syndicale, notamment, où notre responsabilité, à mon sens, c'est justement d'expliquer les choses, de dire aux gens ce que l'on peut faire en entreprise, ce que l'on ne doit pas faire, et les barrières à pas franchir, et puis d'autres... Et vous trouvez qu'on le fait en France? Vous trouvez que... Insuffisamment. Alors, la CFTC, Édouard Tétrault lui-même le reconnaissait, vous avez cette culture de dialogue, mais il y a d'autres syndicats qui n'ont pas cette culture, qui sont dans l'affrontement, parce que c'est un héritage historique, on pense à la CGT. C'est un héritage historique, et c'est beaucoup plus facile. Mais du côté du patronat, c'est plus facile d'avoir un interlocuteur dont on sait qu'il va nous dire non. Je sais ce qu'il va dire, je sais ce qu'il va faire. Donc ça justifie plutôt que qu'un je prenne des interlocuteur qui mesures. dit peut-être, mais venez me le démontrer, discutons-en. Et ça marque les esprits, et on a une violence, effectivement, dans la société. Alors, il y a ce qui vient d'être indiqué par Édouard, c'est vrai, la crainte du lendemain, mais on a aussi, regardez le débat politique, la violence qu'il a dans le rejet de l'autre, dans cette incapacité à dire oui, je suis peut-être en accord sur tel ou tel point avec l'autre, pour s'enfermer dans des caricatures. Quand j'ai vu le débat de la primaire de la droite, où sur 7 candidats, il y en a 6 qui disaient « les syndicats ». Mais c'est aussi stupide de dire « les syndicats » que de dire « les patrons »,« les salariés », et de ne pas aller plus loin dans une démarche qui est de considérer les personnes et les organisations dans leur réalité. Et ça apaiserait les choses. Et c'est notre rôle et notre devoir à chacun d'apaiser, de dire « j'ai des convictions, mais peut-être que je peux avoir tort et que les autres n'ont pas forcément tort non plus ». Allons-y, travaillons ensemble. C'est ce que les évêques de France incitent à faire dans la lettre qu'ils viennent de publier récemment. Ils invitent à repenser le contrat social qui nous lie tous, à sortir de cette culture de l'affrontement. Ça, c'est un constat que vous venez de faire. Vous êtes en parfait sur la même ligne. Oui, et puis, c'est une de mes obsessions, mais il faut aussi qu'on soit attentif, nous qui sommes dans des positions, ou des salariés, à ceux qui sont restés dehors, et à se demander si, au nom d'une demande légitime de protection de nos retraites, de nos protections sociales,
nous ne faisons pas payer un prix très très lourd à ceux que nous laissons de côté. Hein, c'est un vocable anglo-saxon, pardon, les NEETs, les Not in Employment, Education or Training, ceux qui n'ont les moins de 25 ans en France, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont aucun projet de vie, formation, job, etc. Ils sont plus de 2 millions. Et à un moment du film, il faut quand même se dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de tous perdre ensemble à chercher à protéger, à compartimenter? Est-ce que quand même à un moment, il ne faut pas tenter le risque d'une ouverture de... Je ne vais pas faire du Laurence Parisot qui disait c'est formidable la flexibilité, comme en amour, on va à droite, à gauche, la précarité, c'est très bien. Non, mais c'est à un moment, est-ce que nous sommes vraiment sûrs qu'en forçant, en aggravant nos blocages, nous allons arriver à remettre la société en mouvement? Alors moi, je vous repose peut-être la question du début. Jusqu'où on peut aller pour défendre son emploi? Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour justement défendre son emploi, qui est un droit légitime, défendre son emploi? C'est un droit légitime, c'est pas quelque chose, un absolu qui permet de tout faire. La meilleure façon de défendre son emploi, c'est un engagement. Un engagement dans son entreprise, un engagement dans la société. Un engagement tout court, ceux qui sont au bord de la route. Et en fait, on arrive à une chose, c'est quoi? C'est où on considère le bien commun. C'est-à-dire que défendre son emploi. Alors là, on peut monter très vite en égoïsme. C'est ce que savent très bien faire certaines organisations, notamment dans les services publics, où de temps en temps, ils bloquent le système de façon totalement égoïste. C'est des intérêts catégoriels, en l'occurrence. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est inacceptable. Quand on voit des grèves sur les transports, elles peuvent être quelquefois justifiées, mais même quand franchement, un conducteur agressé, c'est condamnable, c'est inacceptable. Mais bloquer le système, c'est-à-dire qu'il y ait des milliers ou des dizaines de milliers d'usagers qui soient gênés, des personnes qui vont se trouver complètement abandonnées, démunies, ne pas pouvoir rentrer, c'est inacceptable. Ça demande de la responsabilité, ne pas penser qu'à soi, mais penser aussi aux autres. Ça, c'est aussi vivre en société. Plutôt que le jeu systématiquement. Édouard Tétrault, le mot de la fin pour vous? Désacraliser la violence. Parce qu'effectivement... et ça, quels que soient les rapports, on parle des politiques, on parle des syndicats, on parle des entreprises. Et syndicale française a sacralisé la violence et nous la reprenons en retour de bâton dans de nombreux pans de la société. Prenez la culture de dialogue comme d'autres le font si bien. Merci à tous les deux. Voilà, merci à vous et à la semaine prochaine.